Merci et bienvenue pour cette présentation que je vais vous donner. Et d'abord, je voudrais remercier l'Institut Pasteur de Madagascar de m'avoir invité à cet atelier paludisme et l'hôpital HJRA de nous permettre de faire cette présentation. Donc, je vais vous parler de l'utilisation des dérivés de l'artémisinine, principalement de l'artésunate, pendant la grossesse. En fait, j'ai concentré 3 présentations en une, donc ça va aller un peu vite. Donc attachez vos ceintures et éteignez vos téléphones portables. Je travaille en Thaïlande, comme Mylène l'a dit, au sein d'un programme de recherche qui associe l'université d'Oxford en Angleterre, l'université de Maidol à Bangkok, et je travaille sur la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande depuis une vingtaine d'années. Et un des thèmes de recherche que nous avons développé pendant toutes ces années, merci, c'est le traitement du paludisme maternel pendant la grossesse. Tout d'abord, un premier constat, si vous faites une revue de la littérature depuis les années 66 sur toutes les études thérapeutiques du paludisme, vous remarquerez que sur 400 et quelques études qui ont été publiées, il n'y en a que 12 qui concernent les femmes enceintes. Et donc ça vous donne une idée du peu d'informations que l'on a sur la façon de traiter le paludisme maternel. La raison de cette situation, bien entendu, c'est qu'à chaque fois qu'on veut entamer une étude de thérapeutique sur le paludisme, on exclut automatiquement les femmes enceintes, pour ne pas avoir à se heurter au problème de la toxicité des médicaments. Le résultat, bien entendu, c'est que, je l'ai déjà dit, on a très peu d'études thérapeutiques et donc très peu de renseignements sur la façon de traiter le paludisme chez les femmes enceintes. Et pourtant, des études récentes épidémiologiques ont révélé que si la mère est africaine, le paludisme peut être responsable jusqu'à 23% des causes de décès, en fonction des régions et de l'endémicité. Et si la femme est non africaine, cette proportion des décès dus au paludisme peut atteindre jusqu'à 12 voire 13%. Donc le paludisme est une cause très importante de décès des femmes enceintes. Et, comme vous le savez, le problème principal auquel nous nous heurtons pour le traitement du paludisme en général, c'est l'extension des souches chimio-résistantes de Plasmodium falciparum. Et bien entendu, cette chimio-résistante de plus en plus importante a des conséquences dans l'ensemble des régions impaludées, mais aussi évidemment chez les femmes enceintes. Donc cette femme carène qui a échoué déjà à plusieurs traitements par la quinine et répétés, et finalement se présente avec un paludisme sévère dû à l'échec thérapeutique, des échecs thérapeutiques successifs des traitements de falciparum. Donc la chimio-résistance de falciparum se traduit par une morbidité accrue et une mortalité accrue dans ce groupe particulièrement à risque. Donc voilà où je travaille, sur la frontière entre la Thaïlande ici et la Birmanie, ici Bangkok, dans cette province de Tak, qui est une zone hypo-endémique dans laquelle le Plasmodium falciparum est sans doute le plus résistant que l'on puisse trouver sur la planète, et la population n'a pas de prémunition ou d'immunité suffisante, étant donné la faible transmission. Donc c'est une zone où aussi on rencontre des épidémies et où la mortalité touche tous les groupes d'âge dans la population. Et on a pu montrer que les femmes enceintes, les femmes pendant la grossesse, avaient un risque encore plus élevé de développer un paludisme sévère et d'en mourir. Malheureusement, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, nous avons très peu d'options thérapeutiques, d'une part parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études n'ont été faites, et d'autre part parce qu'à cause de la forte résistance, le nombre de médicaments dont nous disposons est évidemment réduit. Donc pour faire face à cette situation, en 1986, on a organisé des consultations prénatales
le seul moyen de prévenir la mortalité maternelle étant de dépister le paludisme chez les femmes le plus tôt possible, donc dans une population qui vit sur cette frontière dans les camps de réfugiés Karen. Nous avons organisé des consultations hebdomadaires, et donc les femmes sont invitées à se présenter toutes les semaines pour avoir une goutte épaisse et un frottis pendant tout le temps de leur grossesse. Et au bout de 20 ans, nous avons à peu près suivi 32 000 grossesses. Évidemment, le but étant non seulement de réduire la mortalité, mais de traiter ces femmes le plus rapidement possible. Alors, traiter pourquoi ? Eh bien, parce que, je l'ai déjà évoqué, mais la mortalité maternelle est élevée. Nous avons pu estimer qu'avant l'intervention que nous avons commencé en 1986, la mortalité maternelle dans cette population était à peu près de 1% des femmes, donc là il y a une erreur, mais de 1% des femmes mourraient chaque année d'une infection palustre. Par ailleurs, en dehors de la mortalité maternelle, le paludisme se révèle être, ici comme ailleurs d'ailleurs, le plus important facteur d'anémie pendant la grossesse. Et le paludisme, comme vous le savez déjà, a des conséquences non seulement sur la mère, mais aussi sur l'enfant, avec une réduction du poids moyen de naissance dans toutes les chez les femmes en première grossesse, mais aussi dans les deuxièmes et autres grossesses. Évidemment, la réduction du poids moyen de naissance est un problème puisque les enfants de petit poids de naissance ont un risque de mourir dans la première année beaucoup plus important. C'est pas marqué sur cette diapositive, mais nous n'avons pas retrouvé d'association entre le fait de détecter une parasitémie chez une femme et un accouchement prématuré ou un taux élevé de mort-née. Par contre, si la femme est symptomatique, développe des symptômes de paludisme, une fièvre en particulier, là, le paludisme peut engendrer des contractions prématurées, un travail prématuré et donc une prématurité qui évidemment aggrave encore plus la mortalité chez le nouveau-né. Par ailleurs, comme c'est une région où le Plasmodium falciparum coexiste avec le Plasmodium vivax, nous avons pu mettre en évidence que même des infections où il n'y a que du Plasmodium vivax aussi entraînent un accroissement du risque de l'anémie chez la femme et aussi a un impact sur le poids de naissance de l'enfant. Par contre, il n'y a pas de mortalité maternelle associée au vivax dans cette population. Ici, dans cette région, comme ailleurs, la prophylaxie, la chimioprophylaxie, qui a longtemps été recommandée comme un moyen de contrôle du paludisme pendant la grossesse, a été abandonnée pour les mêmes raisons qu'ailleurs, à cause de l'adhérence assez mauvaise d'une prophylaxie à prendre pendant toute la grossesse, mais aussi parce que nous n'avons pas d'option thérapeutique pour la prophylaxie, étant donné que Plasmodium falciparum est depuis longtemps résistant à la chloroquine, au fansidar, etc. Donc nous n'avons pas de médicaments qui puissent être donnés en prophylaxie. D'autre part, étant donné la transmission très faible, le traitement intermittent présomptif qui était déployé en Afrique depuis quelques années n'est pas non plus une option. Mais même en Afrique où les traitements intermittents au fansidar ont été proposés, cette stratégie est de toute façon à terme vouée à un échec, puisque à cause de la résistance qui se développe très rapidement à sulfadoxine pyrimétamine. Et pour l'instant, il n'y a pas de médicaments de remplacement du fansidar pour les traitements intermittents présomptifs. Et enfin, nous avons essayé de limiter les infections en utilisant les moustiquaires imprégnés, mais on a eu des résultats très moyens dans la mesure où le taux d'attaque étant très faible, environ moins de 3 piqûres infectantes par femme et par an. Donc bien évidemment, pour diminuer encore plus cette transmission déjà faible, il faudrait imaginer que les femmes passent toute leur vie sous une moustiquaire imprégnée, toute la grossesse en tout cas, ce qui n'est pas envisageable. Par ailleurs, les vecteurs que nous avons sont des vecteurs qui commencent à piquer assez tôt dans la soirée et jusqu'au matin, à l'heure où les femmes sont déjà levées au travail et donc sont plus protégées par leur moustiquaire imprégné. Nous avons aussi utilisé une autre approche, c'est celle des répulsifs cutanés, mais là aussi l'efficacité a été très modeste.
Donc nous en sommes limités à détecter le plus tôt possible et traiter, mais de quelle façon? Voilà le sujet de mon exposé. Donc dans les années 90, nous avons pu évaluer l'efficacité thérapeutique de plusieurs médicaments, de plusieurs traitements. Ici, la quinine 7 jours supervisée, donc chaque dose de quinine à 30 mg par kilo par jour en 3 prises supervisées dans 204 épisodes de Plasmodium falciparum, a montré, vous voyez, un taux d'échec très important quand même, presque 25%, quand la femme venait pour présenter une infection pour la première fois. Et si la femme était de nouveau parasitémique dans le suivi et retraitée avec la quinine, qui est le médicament recommandé généralement dans ces zones, le taux d'échec approche les 40%. Avec 8% d'échecs qui surviennent avant le 7e jour qui suit le traitement. Donc ce sont des échecs très précoces qui se traduisent par une morbidité potentiellement grave. Nous avons utilisé la mefloquine aussi à dose de 25 mg par kilogramme dans les années 90, et même la mefloquine à cette époque-là, la résistance avait déjà apparu, et nous avions aussi des échecs, comme vous le voyez, soit dans les épisodes primaires, soit dans les retraitements, qui étaient aussi inacceptables. Donc nous avons dû avoir recours en deuxième intention à l'artésunate, et nous avons traité dans un premier temps 53 cas de rechute au traitement précédent avec de l'artésunate supervisé pendant 7 jours à la dose totale d'environ 14 mg par kilogramme. Dans les retraitements, nous avons un taux d'échec inférieur à 10%. Donc quand même très nettement supérieur au niveau efficacité au traitement précédent, mais quand même un traitement de 7 jours, donc difficile de s'attendre à une bonne adhérence au traitement avec l'artésunate. Et puis nous avons fait une série d'études randomisées au cours de ces années, et nous avons comparé plusieurs des possibilités thérapeutiques. Ici, la quinine 7 jours avec la mefloquine en association avec l'artésunate, la quinine avec de la clindamycine, qui est un antibiotique qui est bien toléré pendant la grossesse et qui a aussi une activité antiplasmodiale, comparé à l'artésunate 7 jours, et la quinine pendant 7 jours, en comparaison avec Malarone artésunate. Et vous voyez ici les taux d'échec de ces différentes options thérapeutiques, et à chaque fois le traitement qui comporte un dérivé de l'artésunate, en tout cas dans cette comparaison-là, était très, très nettement supérieur en efficacité. La quinine clindamycine a une très bonne efficacité. On n'avait pas de rechute dans 65 épisodes, comparable à l'artésunate pendant 7 jours, mais la quinine clindamycine est quand même un traitement assez mal toléré. Il y a des effets secondaires assez importants. Et enfin, la Malarone en association avec l'artésunate aussi a une efficacité assez bonne. Mais le problème de la Malarone et de l'artésunate, c'est que c'est extrêmement cher, puisque un traitement revient à peu près à $50 pour un traitement. Et ici, je vous ai indiqué un autre paramètre d'évaluation qui est le portage de gamétocytes. Dans cette zone d'hypoendémie, où tous les patients non enceintes reçoivent des ACT, la transmission a été considérablement réduite, mais le réservoir principal de gamétocytes dans cette population, c'est maintenant les femmes enceintes. Or, tous les traitements n'ont pas la même efficacité sur le portage des gamétocytes. Vous voyez que la quinine, par exemple, a très peu n'a pas d'action sur les gamétocytes, donc on a un portage de gamétocytes bien supérieur à celui des traitements qui associent un dérivé de l'artémisinine. Donc ça, c'est déjà un point à retenir. Mais bien entendu, l'intérêt principal, la question principale, c'est est-ce que ces traitements à base d'artémisinine pendant la grossesse étaient bien tolérés? Chez la mère, oui. En général, le traitement à artésunate seul ou à Malarone avait beaucoup moins d'effets secondaires que les comparateurs qui sont la quinine ou la mefloquine artésunate.
Donc la méfloquine associée à l'artésunate avait l'avantage de nous permettre de réduire la durée du traitement à 3 jours, ce qui est quand même bien supérieur en termes d'adhérence. Malheureusement, dans une étude rétrospective sur presque 3600 grossesses, nous avons pu analyser les résultats des produits de grossesse. Nous avons montré que l'utilisation de la méfloquine en traitement était associée avec un risque plus élevé de mort-née que soit la quinine seule, soit les autres antipaludiques, soit les femmes qui n'avaient pas eu de paludisme pendant la grossesse. On n'a pas pu trouver de relation causale, donc on n'a pas pu démontrer le mécanisme par lequel la méfloquine pourrait éventuellement provoquer des mort-nés, mais cette observation étant là, on ne pouvait pas l'ignorer, donc nous avons cessé d'utiliser la méfloquine pendant la grossesse dans cette région. Donc bien entendu, dans ces études thérapeutiques, on s'est attaché à analyser de manière précise la tolérabilité des traitements, mais aussi, évidemment, puisqu'il s'agit du traitement pendant la grossesse, des conséquences éventuelles du traitement ou même de l'accépalus sur le produit de la grossesse, donc sur le nouveau-né et les nourrissons. Et nous avons cette chance, si je puis dire, de pouvoir suivre les nourrissons après avoir suivi la mère pendant la grossesse. Nous avons la chance de pouvoir suivre les enfants pendant 1 an ou 2 ans si nécessaire. Nous avons donc développé des systèmes qui nous permettent, adaptés à la population locale, qui nous permettent d'estimer, d'avoir des bonnes estimations de l'âge gestationnel des nouveau-nés, qui est très important à savoir, et puis des systèmes qui nous permettent d'évaluer leur développement neurologique, en plus du développement physique des enfants pendant la première année de la vie. Et jusqu'ici, nous n'avons pu observer aucune évidence, aucune conséquence des traitements, que ce soit avec des dérivés de l'artémisinine ou pas, sur le développement physique et neurologique de ces enfants. Donc maintenant, c'est une routine, systématiquement, dès qu'une femme est traitée et incluse dans une étude, nous suivons les enfants de la naissance jusqu'à l'âge d'1 an. Donc dans cette analyse ici, j'ai résumé une analyse sur les avortements, les mort-nés, les anomalies congénitales, le pourcentage d'enfants de moins de 2,5 kg à la naissance et l'effet sur la prématurité. Et on en a comparé 18 000 grossesses, 18 000 résultats de grossesse qui n'avaient pas eu de paludisme documenté pendant la grossesse. Je vous rappelle que les femmes sont testées toutes les semaines avec une goutte épaisse. Donc on est à peu près sûr que ces femmes n'ont pas fait de paludisme. Avec le groupe de 3664 femmes qui a eu un traitement quel qu'il soit pendant la grossesse, et un groupe séparé de pratiquement 1000 grossesses qui ont reçu un dérivé de l'artémisinine. Je vous signale déjà ici que les femmes qui ont reçu un dérivé de l'artémisinine, ce sont des femmes qu'on a traitées en 2e, 3e, 4e, 5e intention. Donc ce sont des femmes qui ont déjà reçu d'autres antipaludiques que l'artémisinine. Et vous le voyez, on a pu documenter la grande majorité des produits de grossesse, plus de 85% en général, et il n'y a pas d'indication qu'il y a un excès d'avortement, de mort-nés, d'anomalies congénitales chez les femmes qui ont reçu un dérivé de l'artémisinine, ce qui est bien entendu la préoccupation majeure en ce qui concerne la tolérabilité ou la toxicité de ces produits dont on ne sait pratiquement rien pendant la grossesse, évidemment. Alors vous allez me dire, et je vais vous répondre, oui, mais quand même, les femmes qui n'ont pas de malaria font plus d'avortements que les femmes que vous avez traitées. C'est quand même bizarre. Eh bien non, c'est simplement parce que, comme ici comme ailleurs, les femmes sont plus susceptibles de faire un paludisme dans le 2e trimestre de grossesse, et donc à partir du moment où elles sont déjà dans le 2e trimestre de grossesse, le risque de faire un avortement est moins important que celles qui n'ont pas fait de paludisme, puisque par définition, celles-là, elles ont été suivies depuis le début de la grossesse. Donc n'interprétez pas ce 18% par rapport à ces chiffres-là comme une indication que l'absence de malaria provoque des avortements. C'est simplement un biais dû à la longueur du suivi de la grossesse. Mais
Tout de même, la question essentielle restant, est-ce que ces dérivés de l'artémisinine sont toxiques pour le fœtus pendant le premier trimestre? Comme dans tous les médicaments, on est avant tout inquiet des conséquences d'une exposition chimique du fœtus pendant le premier trimestre de grossesse. Donc, les études qui ont été faites chez l'animal ont montré que chez le rat et chez le lapin, l'exposition à un dérivé de l'artémisinine provoque une résorption du fœtus pratiquement systématiquement si cette exposition est dans les premiers jours de l'implantation du fœtus. Et en plus, dans ces espèces, les fœtus qui ne sont pas résorbés, la plupart d'entre eux montrent des malformations cardiaques et des membres. Donc cette évidence chez l'animal, évidemment, générait beaucoup d'inquiétudes sur l'utilisation des dérivés de l'artémisinine chez l'humain. Mais il faut d'abord noter que si vous reprenez la littérature, finalement, tous les antipaludiques, quand vous regardez les études animales, montrent des malformations et un effet tératogène de ces produits au début de la grossesse. Néanmoins, les études ont continué devant cette mise en évidence d'une toxicité chez le rat et chez le lapin. Et récemment, des études chez le primate ont été conduites. Alors, je ne suis pas censé vous le dire parce que ça n'a pas été publié, mais je vais quand même vous le dire. Et malheureusement, les études chez le primate ont confirmé que si on expose le fêtus de singe dans une période qui s'étend du 20e jour de grossesse au 45e jour de grossesse, qui correspond à peu près à la même période chez l'humain, à des doses d'artésunate tous les jours pendant toute cette période, donc à peu près 30 jours, 20 ou 30 jours, des doses de 4 mg ou plus par kilogramme, on a une résorption fœtale quasi systématique. Donc ça augmente encore plus l'inquiétude vis-à-vis de l'utilisation de ces dérivés pendant la grossesse, et non seulement pendant la grossesse, mais aussi l'exposition accidentelle d'une femme qui pourrait être enceinte, mais ne le serait pas, puisqu'à 20 jours de grossesse, la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes, mais qui pourrait faire un paludisme et pourrait être exposée à un dérivé de l'artémisinine, étant donné que les ACT sont maintenant recommandés de manière globale. Donc il y a un vrai souci, et c'est ce souci que je vais m'empresser de partager avec vous. Donc voilà l'illustration quant au mécanisme qui pourrait expliquer la résorption fœtale. Ici, c'est une étude très élégante faite par une équipe italienne l'année dernière sur un modèle ex vivo de fœtus de rat qui permet de maintenir en culture un fœtus de rat vivant pendant plusieurs jours, et le fœtus a été exposé à des concentrations croissantes d'hydroartémisinine, qui est le métabolite commun de tous les dérivés de l'artémisinine. Et vous voyez que dans le groupe contrôle, il ne se passe rien, et en particulier le développement de la vascularisation autour du fœtus est normal, avec des globules rouges qu'on devine, en tout cas du sang qu'on devine, alors que dès qu'on a exposé à des doses même assez faibles d'hydroartémisinine, cette vascularisation primitive, qui chez le rat est générée par une seule source érythropoïétique, est détruite. Donc on suspecte qu'en fait la dihydroartémisinine empêche le développement du système vasculaire de l'animal. Est-ce que on observe la même chose chez les primates? Pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais ça pourrait être un mécanisme expliquant l'effet de ces drogues très tôt pendant la grossesse. Alors face à ces données animales, il y a les données récoltées chez l'homme, ou plutôt chez la femme. Et nous, dans la région où je travaille, étant donné l'absence d'options thérapeutiques, quand une femme a déjà échoué à la quinine une fois, 2 fois, on est obligé de la traiter avec quelque chose. Sinon, si on ne la traite pas, elle risque de faire une paludisme grave et de mourir.
Donc on a utilisé ces dérivés d'artémisinine. Aujourd'hui, on a documenté 111 expositions à l'artésunate principalement. Il y a eu quelques expositions à l'artéméter, mais la grande majorité c'est l'artésunate. Et quelques expositions accidentelles à notre traitement de base hors grossesse, qui est la méfloquine avec 3 jours d'artésunate. Et ça, c'est un phénomène qui va se reproduire partout, évidemment, à partir du moment où les ACT seront généralisés. Il y aura des expositions accidentelles. Nous avons la chance de superviser tous les traitements, d'avoir des bases qui documentent toutes les expositions, donc on peut retrouver ces femmes et établir le début de la grossesse et s'apercevoir qu'elles ont été exposées finalement à ce traitement assez tôt dans la grossesse. Ces 111 traitements correspondent à 108 femmes. Ici, renseignements sur les femmes, l'âge moyen, le nombre de primigravides. La plupart d'entre elles ont été exposées en deuxième intention et non pas en première intention. Elles avaient la plupart du temps été symptomatiques. Certaines d'entre elles développaient des hyperparasitémies, c'est-à-dire des parasitémies fortes qui sont associées à un risque de mortalité, ou même des malarias sévères, des paludismes sévères. À noter qu'un certain nombre d'entre elles, quand elles se sont présentées avec leur paludisme aigu et que nous avons traité, avaient déjà commencé à saigner, donc on a considéré qu'elles avaient déjà une menace d'avortement avant le traitement. Quels ont été les résultats des grossesses de ces 108 femmes? Nous avons perdu 8 femmes dans le suivi, nous avons perdu 8 d'entre elles qu'on n'a pas pu retrouver. Mais pour les 100 femmes restantes, 68 ont accouché normalement et 32 ont fait un avortement, dont 12, dans ces 32 avortements, 12 étaient considérés comme inévitables puisque le saignement avait déjà commencé avant le traitement. En ce qui concerne le taux d'avortement, maintenant, si on compare pendant la même période et dans la même population des femmes qui ont été suivies depuis le premier trimestre et qui n'ont pas eu de malaria, de paludisme, le taux d'avortement était de 15%. Si elles ont été traitées dans le premier trimestre avec de la chloroquine pour un Vivax, le taux d'avortement est de 18%. Et si elles ont été traitées avec de la quinine et de l'artémisinine, le taux d'avortement est de 25 et 32% dans chacun des groupes. Ce qui n'est pas différent statistiquement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les artémisines ne provoquent pas d'avortement. Ce qui veut dire simplement, c'est que sur cette petite série, on ne montre pas un excès du nombre d'avortements dans le groupe artémisinine. Alors maintenant, si on regarde un peu plus précisément, en calculant exactement la semaine d'exposition, la semaine de gestation pendant laquelle la femme a été exposée, ici on a les expositions accidentelles, des femmes qui ont été exposées à la première semaine ou à la deuxième semaine de grossesse, et puis là on a les femmes qui ont été exposées pour un traitement pendant la grossesse, et vous voyez en rouge celles qui ont accouché normalement, et en vert celles qui ont avorté. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de différence significative si la femme a été exposée à un dérivé de l'artémisinine avant la sixième semaine de grossesse ou après. Et l'autre chose qu'on peut dire, c'est que celles qui ont été exposées à un dérivé de l'artémisinine dans la période critique selon les études animales du 20e jour au 50e jour, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elles n'avortent pas systématiquement, puisque quand même une grande partie continue leur grossesse et arrive au bout de leur grossesse normalement. Donc à ce stade de la discussion et de l'analyse, c'est tout ce qu'on peut dire. Dans celles qui ont continué leur grossesse et qui n'ont pas avorté, les 68 femmes, il n'y en a eu aucune qui a fait un mort-né. L'âge gestationnel, la durée de leur grossesse en moyenne a été de 39 semaines, ce qui est normal. 10% étaient des prématurés. Le poids moyen de grossesse était compatible avec ce qu'on sait de l'effet du paludisme pendant la grossesse. Donc 25% de petits poids de naissance. Et on a eu deux anomalies congénitales, une syndactylie, c'est-à-dire 2 doigts d'un membre inférieur d'un pied soudés, et un cyste d'herboïde. Donc rien là non plus qui nous permet de pointer vers un effet néfaste des dérivés de l'artémisinine.
Maintenant, je vais changer un tout petit peu de sujet, mais quand même continuer sur l'utilisation des antipaludiques pendant la grossesse, parce que non seulement on a assez peu de traitements à notre disposition, mais en plus, on ne sait même pas à quelle dose on devrait les donner, puisqu'il n'y a pratiquement aucune étude pharmacocinétique des antipaludiques pendant la grossesse. Donc, au cours de ces études à Mesot, dans la population dans laquelle je travaille, nous avons effectué un certain nombre d'études de pharmacocinétique pour savoir si le fort taux d'échec qu'on observait par exemple à la quinine, vous vous souvenez des premiers tableaux, n'était pas dû par hasard à un métabolisme différent des antipaludiques pendant la grossesse. Donc évidemment, en bon chercheur, on a commencé à faire une recherche de la littérature. Et ici, ça tient sur une diapositive. Ce sont toutes les études disponibles sur la pharmacocinétique des antipaludiques pendant la grossesse. Les auteurs qui sont soulignés, c'est notre travail. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en dehors. Mais si vous regardez, que ce soit la quinine, le proguanil, la mefloquine, la chloroquine, la malarone ou l'artémisinine, à chaque fois, vous avez des altérations de la pharmacocinétique de ces médicaments pendant la grossesse. Grosso modo, la grossesse résulte en des niveaux plasmatiques plus bas, inférieurs, des éliminations accélérées des antipaludiques comparées aux femmes non enceintes ou aux hommes. Donc ça, on a déjà pu mettre en évidence que c'était responsable sans doute d'une partie des échecs thérapeutiques de ces traitements pendant la grossesse. Ce tableau résume avec quelques chiffres. Trois médicaments, mais j'aurais pu en rajouter quelques-uns d'autres. Le proguanil, la tovacone et la DHA. La DHA, donc dihydroartémisinine, je l'ai déjà mentionné. La tovacone et proguanil, c'est l'association qui est dans la malarone, dont nous avons décrit la pharmacocinétique. Et grosso modo, c'est vrai pour tous les médicaments. Les concentrations maximales observées après un traitement et le area under the curve et l'air sous la courbe de ces médicaments sont toujours plus basses pendant la grossesse. Par contre, le volume de distribution et la clairance de ces médicaments sont plus basses en dehors de la grossesse. Donc ça veut dire que le volume de distribution est augmenté pendant la grossesse. Ce qui d'ailleurs n'est pas illogique, étant donné qu'il y a quand même un volume sanguin plus important. Et la clairance aussi. Donc retenez que tous les antipaludiques que nous avons pu explorer ont une pharmacocinétique altérée pendant la grossesse. C'est pas altéré toujours pour les mêmes raisons. Il y a par exemple le proguanil ici, qui est le composant du lamalarone, mais qui aussi intervient dans le labdate par exemple. Et pour le proguanil, c'est la biotransformation du proguanil en cycloguanil qui est le métabolite actif, qui dépend du cytochrome, d'un cytochrome, et ce cytochrome est sous l'influence des oestrogènes. Et donc nous avons pu montrer que la transformation du proguanil en cycloguanil, donc le ratio, est plus élevé pendant la grossesse ou si la femme prend une pilule contraceptive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins de cycloguanil pendant la grossesse disponible pour son activité antipaludique, antiplasmodiale, ou pendant la prise de contraceptifs. C'est un exemple d'interférence entre un état physiologique et une conséquence pharmacologique. Donc ici j'ai résumé ce qu'on a pu observer pour l'association tovacone-proguanil, des différences entre les médicaments et l'impact de la grossesse. Mais pour ces deux médicaments, étant donné qu'on n'a pas de formulation intraveineuse, parentérale, on ne peut pas décrire avec précision la biodisponibilité du médicament, puisqu'on ne peut pas comparer la voie orale et la voie intraveineuse. Donc on en conclut que pour la tovacone ou pour le proguanil, l'augmentation du volume de distribution peut être due soit à la grossesse, mais aussi en association avec une diminution de la biodisponibilité de ce médicament, donc d'une fraction absorbée qui est plus faible. Mais la conséquence est la même, c'est que l'activité antiplasmodiale va être réduite. Donc nous avons aussi, et là je vous présente des résultats qui ne sont pas encore publiés mais qui vont l'être, enfin j'espère, et c'est notre étude pharmacocinétique du coartem pendant la grossesse.
Et sur ce graphe, les concentrations en nanogrammes par 1000 en fonction des heures après administration de toutes les femmes individuellement de l'artéméter. Et vous voyez que certaines femmes ont des taux très faibles d'artéméter finalement. En moyenne, la concentration maximale d'artéméter obtenue ou l'air sous la courbe est de 50% plus basse que si on compare avec une femme non enceinte. Donc encore là, même pour l'artéméter, un effet de la grossesse qui va avoir un impact sur l'efficacité du traitement. Pour le métabolite de l'artéméter, la DHA, même chose, concentration maximale réduite de 20%, air sous la courbe, donc l'air intégral de cet air sous la courbe, moins 40% pendant la grossesse. Vous savez que le coartène, c'est l'association d'artéméter et de luméfantrine. Pour la luméfantrine, les concentrations maximales sont assez comparables à celles en dehors de la grossesse. Par contre, l'élimination est plus rapide chez la femme enceinte, ce qui se traduit par une demi-vie de la luméfantrine, pratiquement la moitié ou presque, de 49 heures versus 77 heures chez une personne non enceinte. Et ça, c'est extrêmement important, puisque pour le coartène, l'efficacité thérapeutique est déterminée par la concentration de luméfantrine au 7e jour après traitement, puisque 3 jours d'artéméter ne sont pas suffisants pour traiter un paludisme, comme vous le savez. Donc voilà, très peu de données. Toutes les données dont on dispose indiquent que les antipaludiques ont un métabolisme, en tout cas une disposition modifiée pendant la grossesse. Il y a quand même des problèmes avec ces données. Je voudrais bien me pardonner si quelques-unes de mes diapositives sont en anglais, mais je n'ai pas eu le temps de tout traduire. Enfin, avec ces données, il y a quand même des problèmes. C'est que d'abord, on n'en a pas suffisamment. Donc, avis, il faut faire plus d'études sur la pharmacocinétique des antipaludiques pendant la grossesse. Il y a des drogues qui n'ont jamais été décrites pour leur pharmacocinétique. L'ASP, par exemple, le Fansidar. Donc, on s'est lancé dans des grandes campagnes de traitement présomptif intermittent avec du Fansidar sans même savoir si la dose qu'on donne est correcte ou pas. Et d'ailleurs, entre nous, je peux déjà vous dire qu'elle n'est pas correcte. Et qu'elle est vraisemblablement sous-dosée. C'est la même chose chez l'enfant. Il y a des études qui sont en cours chez les enfants, la disponibilité du Fansidar, et il semble qu'on donne à peu près la moitié de ce qu'il faudrait. On a un problème pendant la grossesse, c'est avec quoi est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare avec une femme pas enceinte qui fait un paludisme, mais c'est pas la même femme, donc il peut y avoir des effets individuels, ou est-ce qu'on demande à la même femme qu'on a traitée pendant la grossesse de revenir après son accouchement et de revenir pour faire une autre étude pharmacocinétique, mais à ce moment-là elle n'a pas le paludisme? C'est assez compliqué. Et puis surtout les études qu'on a pu faire et la façon dont on fait des études de pharmacocinétique, il faut pouvoir prendre en compte l'effet de la maladie, puisque le fait d'être malade et d'avoir de la fièvre altère la disposition des médicaments. Des problèmes assez complexes comme la quantité de médicaments qui est liée aux protéines, puisque la partie médicament qui est liée aux protéines n'agit pas sur le plasmodium, et évidemment les changements dans la biodisponibilité, qu'on ne peut explorer que si on a des formulations parentérales. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin? Eh bien on a besoin de données sur pratiquement tous les antipaludiques. La chloroquine, la quinine, le Fansidar, la Dovacone, la Dapsone, puisque ça fait partie du Labdap, la luméfantrine, l'artésunate, la piperacine. On a tout à apprendre et à explorer. On a besoin de savoir quel est l'impact de la maladie, de la grossesse elle-même et de l'apport de nourriture, qui est extrêmement important par exemple pour l'absorption de la luméfantrine, alors que l'impact de la maladie par exemple est très important pour la disponibilité de la Tovacone. On a besoin d'avoir des méthodes standardisées, de mesures en laboratoire, puisque quand vous lisez la littérature en dehors de la grossesse, c'est quelquefois très difficile de comparer les résultats, puisque certains utilisent certaines méthodes de mesure, d'autres méthodes. Et puis, on a besoin de développer des protocoles pour optimiser les doses. Comment fait-on pour faire une optimisation de dose dans un antipaludique pendant la grossesse? Donc, en résumé, je voudrais dire que la situation n'est pas facile, parce que d'une part,
Les ACT vont être généralisés sur l'ensemble des zones à endémie palustre. Donc, des femmes en âge de procréer vont être exposées très tôt dans la grossesse. Il faut absolument trouver un moyen de documenter ces expositions pour savoir si oui ou non les artémisinines provoquent une résorption fétale aussi chez l'homme, chez l'humain. Mais pour l'instant, les recommandations de l'OMS doivent être respectées, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les dérivés d'artémisine pendant la grossesse, en particulier s'il s'agit de sauver la mère, en cas de paludisme grave, d'autant plus que nous avons pu montrer dans une étude récente que l'artésunate intraveineux réduit de 30% la mortalité comparée à la quinine intraveineuse dans le paludisme sévère. Donc là, il n'y a aucune question à se poser. S'il y a de l'artésunate IV et qu'une femme se présente avec une maladie sévère, enceinte, il faut absolument la traiter avec de l'artésunate. Et pour ce qui est du paludisme non compliqué, là, ça devient plus compliqué, si je puis me permettre, parce que les recommandations pour l'instant, c'est on n'utilise pas d'artémisinine pendant la grossesse, sauf s'il n'y a pas d'alternative satisfaisante. Donc, par exemple, dans les zones de forte résistance, si on n'a pas d'autres alternatives, eh bien, on peut utiliser un dérivé de l'artémisinine. Mais il faut faire tout ce qu'on peut pour documenter chaque cas exposé à un dérivé de l'artémisinine, de façon à augmenter la base de données et notre confiance dans ces données humaines par rapport aux données animales qui sont quand même assez alarmantes, si je puis dire. Mais si vous me demandez quelle est ma prédiction sur l'utilisation et les recommandations qui vont être faites, je pense qu'on va se diriger vers une exclusion du premier trimestre pour tout ce qui est des dérivés de l'artémisinine chez la femme enceinte. Ce qui n'empêche pas que des femmes seront quand même exposées dans la mesure où, comme je l'ai dit, en début de grossesse, les femmes ne savent pas toujours qu'elles sont enceintes. Il y a un besoin urgent d'étudier donc les pharmacocinétiques des antipaludiques et d'optimiser le traitement du paludisme pendant la grossesse dans toutes les régions endémiques. Et en ce qui concerne l'utilisation d'ACT, qui quand même reste notre objectif puisque ce sont des combinaisons thérapeutiques et qu'on peut les prescrire pour 3 jours, ce qui est en ambulatoire est quand même préférable. Le coartem méter est peut-être un candidat, encore que les résultats que je vous ai montrés montrent que les concentrations plasmatiques de lumefantrine et d'artéméter sont insuffisantes. On a essayé d'augmenter les doses, malheureusement, pas pendant la grossesse, mais chez le sujet non enceint, malheureusement il y a une saturation de l'absorption, et même en donnant plus de coartem, on n'obtient pas plus de niveau plasmatique. Donc la seule solution qu'on pourrait envisager, c'est de donner le coartem pendant 5 jours, voire 7 jours, ce qui évidemment diminue considérablement son intérêt. Et l'artéquine. L'artéquine, DHA piperakine, il n'y a pas de données sur la toxicité éventuelle de la piperakine chez la femme enceinte, mais c'est le seul ACT pour l'instant dans notre partie du monde qui pourrait éventuellement être utilisable pendant la grossesse. Ici, des femmes enceintes qui viennent à notre consultation en traversant la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Voilà, je vous remercie de votre attention.